Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs, parieurs, téléspectateurs et puis de nombreux fans qui nous suivent de plus en plus. Alors je commencerai par un clin d'œil particulier à deux personnes que j'ai rencontrées. Donc un cuisinier qui se reconnaîtra donc à la Creole Beach, au restaurant bien connu, Rose Devant je crois, de la Creole Beach, et aussi un enseignant à la retraite du côté de Goubert qui nous suit avec attention messieurs. Ce soir encore une fois, donc je suis avec une équipe remaniée mais qui est toujours aussi bonne en qualité il me semble, avec à ma droite Bruno Michovigne. Mais écoutez, je suis super content d'être là parmi vous et je dois vous dire que cette belle barbe rousse vous va ravir. Patrice Basile. Ben oui, très content aussi. On a du banc, comme on dit, dans cette équipe, hein, donc profitons-en et essayons de donner du plaisir à nos parieurs et nos téléspectateurs. Et puis Guillaume Michaud. Tout simplement, salut les footeux, salut les parieurs, et puis bienvenue à la feuille de match. Hein. Et puis messieurs, mais il ne faut pas qu'on oublie le titulaire. C'est un excellent gardien. C'est vrai? Oh, oui. Ah, j'ai sorti quelques arrêts. On a fait un petit five Pas hier. grand, mais... Le gars, il est pas mal sur sa ligne. Hein. Effectivement. On n'oublie pas Ronny quand même. Ronny, le plus Guadeloupéen des Béninois. En tout cas, j'espère qu'il nous reviendra. Et puis j'espère qu'il aura fait ce qu'il fallait pour avoir les pronostics des égrégores. J'espère qu'il va pas revenir avec un coup de vaudou sur lui. Ben oui, les ancêtres normalement ils doivent donner les 14 bons pronostics. S'il arrive à lire derrière les bons pronostics, c'est bon. Hein. Il y a quand même de l'argent en jeu. Exactement. Messieurs, cette semaine, donc ce week-end, la grille, elle est à 2 millions d'euros. 2 millions. Donc à valider dimanche avant 9h55, une très bonne grille. Même division 4, c'est pas mal. Hein. Ça ferait lui. Alors cela, ça me permet de revenir un petit peu sur cette grille la semaine dernière. Guillaume, Patrice. C'était dur. C'était compliqué. Il y a du Marseille qui a pas tenu son rang, malheureusement contre 3. C'est ça. Il y a du Lille-Lyon, c'était pas facile à pronostiquer. Exactement. Du Bordeaux Strasbourg aussi qui a été un peu étonnant aussi. On avait annoncé quelques pièges, ils sont été là. Ah, il y a quelques trucs qu'on a vu. Bon, avec 2 millions, on peut peut-être acheter des parts de Chelsea, non? C'est à vendre. Et Sassuolo est toujours surprenant. toujours. Heureusement, ils n'étaient pas dans la grille la semaine dernière. Mais mais j'ai regardé les autres matchs, ils ont gagné. Leipzig aussi qui est dans le dur. pas évident. Heureusement qu'il y a une coucou encore là. Un petit nul. Et puis on a été bon sous la Coupe d'Angleterre, messieurs. Très très disputé. Il a fallu aller. Quel match? Quel match dantesque, jusqu'au penalty entre Liverpool et Chelsea, et donc Liverpool rentre dans l'histoire. Ouais. Non, très compliqué. On fera mieux cette fois-ci, même si elle est plus dure. Il y a 15... Ça va être encore difficile, mais on va essayer d'être bon cette fois-ci. Alors, monsieur, l'actualité c'est aussi un petit peu, allez, on va dire quoi, un Dembélé insolent, à contre-courant qui se retrouve. Alors c'est peut-être un effet d'optique, puisque je rappelle cet homme-là qui a un peu décrié par sa vie, peut-être que c'est la méthode de sa vie, peut-être tout simplement, il rentre à la 73e minute, 2 buts, une passe décisive, et avec la manière, messieurs. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des stats sur l'angle et la possibilité de marquer. Et là, sur cette frappe-là, le premier but, c'était de 6% que cette balle puisse entrer. Et il la met de manière... voilà. Mais on n'a jamais doué de son talent intrinsèque. C'est un joueur... c'est un feu follet, c'est un dribbleur, il a une puissance, il a une technique... je le dis toujours, c'est le genre de joueur où tu payes pour aller voir le gars sur un terrain de football. Ce qui le bas blesse, un peu comme Ben Arfa dans une autre sphère aussi, c'est dans d'autres clubs, c'est sa capacité à avoir une hygiène de vie et de concentration et à être constant. Et puis bon, il a aussi pas mal de blessures, mais tout ça est lié. Mauvaise hygiène de vie, moi qui ai repris un peu le foot récemment, mais je sais ce que c'est. Hygiène de vie, tu le payes tout de suite parce que les ligaments croisés, les muscles, etc. Et si c'est un joueur, quand ce joueur-là est en forme, et en pleine possession de ses moyens, c'est un top joueur. Ouais, c'est le principe même du joueur fantasque. C'est le joueur tout doué aussi. Doué, mais tout ou rien. Ronaldinho était un peu comme ça aussi. Ce sont des joueurs qui ont tellement de talent qu'ils ont l'impression que seul le talent suffira et qu'il ne faut pas travailler.
Et donc, quand ils sont en forme maximum, ça se voit, et quand ils sont pas en forme, ça se voit aussi. Et Voilà. peut-être quand les pique au vif, ils sont plus. Oui, bien sûr, mais Dans l'autre. c'est une fois sur 10, quoi. C'est ça le problème. Puis, Donc, attention, il y a aussi d'autres remplaçants qui ont brillé avec le FC Barcelone. C'est ça. On a Aubameyang qui est rentré, qui a marqué, Luc de Jong qui est rentré, qui a marqué. de paille, enfin voilà. Donc attention, il n'y a pas que lui, faut pas qu'il se dise c'est Oui, le meilleur mais attaquant. dans son registre, Oui, par contre, ce il est qu'il très apporte particulier. au Barça, on C'est sait, deux matchs, hein. C'est deux matchs qu'il apporte. on sait comment le Camp Nou, c'est un terrain. La sphère de jeu est beaucoup plus grande, mais c'est peut-être à 1 mètre, 1 mètre 50, mais ça fait toute une différence parce que quand tu vas marquer ton ailier droit en tant que latéral gauche à l'opposé, tu le sens venir. Hein, C'est ça. et c'est vrai que ce terrain, on a besoin de ce joueur. C'est un gars qui est rapide et dans son registre, même si on parle des remplaçants du Barça actuellement, il n'y a pas cette. Ouais, surtout les deux pieds, personne n'a ça. Honnêtement, il est tellement exceptionnel des deux pieds que. Et du côté de Real, toujours aussi costaud avec Benzema, qui une sorte de dépendance. Toujours. Le Real qui est là, qui survole la Liga, mais. Ça s'est vu contre Paris, il était un peu fatigué. On sentait que le Real n'était pas en forme. Donc, On voit qu'il reste un petit peu endormi jusqu'à la prochaine fois. Ça sera mieux. s'il reste endormi encore 2 semaines. Benzema, je te kiffe en équipe de France, mais dors. Réveille-toi le 10 mars. Exactement. Et puis un peu l'Angleterre aussi, monsieur. L'Angleterre, on a l'aspect politique, mais on a aussi. Il me semble que Vardy et Maddison, quand ça revient sur le terrain, mais on a un autre Leicester, non? Oui, Leicester, c'est Vardy ou rien. C'est-à-dire que, voilà, Alors qu'ils ont 3 matchs en retard. Voilà, Donc ça. finalement, avec un retour constant de ces joueurs, moi j'ai vu que c'était très très léché, c'était très très beau. Moi j'ai vu Mais les enchaînements Vardy, Maddison, le premier but, le contrôle de Vardy, la passe pour Maddison. Vardy, c'est un renard des surfaces. C'est un gars qui peut marquer avec toutes les surfaces du corps et des pieds. Et quand il est là, c'est un autre Leicester, c'est Ouais. clair. Non mais bien sûr, ça se voit. Maintenant, le problème c'est qu'il se fait vieux aussi, donc il a 34 ans, il ne peut donc, pas assumer à tous les matchs. Et c'est vrai que Leicester, aujourd'hui, c'est comme je disais, c'est ou Vardy ou rien. Exactement. Et messieurs, on finit par la Coupe de France. La quand Coupe même. de France, oui, il y a Belle eu. finale le 8 mai entre un certain Nice et Nantes. Ça nous rappelle quelques années en arrière pour ceux qui ont quelques années, comme moi, de plus. Ah oui, Une belle finale du spectacle. Ouais, une belle finale avec des équipes qui jouent un jeu virevoltant. Moi, j'aimerais bien que Comboiré puisse la gagner parce qu'il mérite. Il a fait un très très beau début de saison avec. Alors c'est vrai qu'on se dit qu'on a eu cette image de cet entraîneur qui est dur, qui est souvent quand il est un peu plagié comme ça, on le fait passer comme un militaire, etc. Mais je crois que c'est un vrai amoureux du jeu, du football. Et puis n'oublions pas qu'il a été quand même biberonné à l'école nantaise et ça se sent dans sa façon de driver les gars. Qu'il est passé aussi au Paris Saint-Germain, Oui, casque d'or, on sait tout ça. Voilà. Mais moi, je suis super content. Et Nice, de l'autre côté aussi, avec le petit Kluivert, avec d'autres joueurs comme ça, ça sera spectaculaire. Je pense que c'est une finale qui est hyper ouverte. Et voilà, le seul dommage, c'est qu'elle ait lieu, je crois que c'est le 8 avril. Ouais. Et ça sera encore notre coup de gueule, parce que j'en ai plein aujourd'hui. Je suis venu à 8 mai. La finale Ouais, mai. 8 mai, ouais, donc 8 c'est mai. vraiment très loin. Voilà, donc c'est même pas au mois d'avril, c'est 8 mai, donc voilà, les Trop équipes d'espace. seront... Entre trop une d'espace, demi-finale et une finale, C'est fou. c'est On ne sait dingue, pas ce qui hein. peut se passer. Et puis messieurs, fatalement, l'accusé ce soir par la défense, c'est bien évidemment Nantes et son public qui ont envahi après la délivrance le terrain. Voilà, coupable, pas coupable. On verra. Je trouve ça sympa, moi. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de violence. Voilà. C'était bon enfant. Voilà. Voilà. Donc ce soir, vous êtes tous aidés à ma place. C'est Ouais. bien. Accepte de défendre. On sera les J'accepte. colistiers. J'ai toutes les billes avec vous, messieurs. Non, mais moi je suis d'accord, si ça reste bon enfant, qu'il n'y a pas de... ça s'était passé quand Nantes avait été champion de France, vous vous souvenez Oui, c'est... Mais oui. à l'époque des Wedek, des locaux, cette belle équipe de Nantes qui avait tout fracassé sur son passage. Là aussi, il y avait envahissement du terrain et avec le même respect. Je ne pense pas que le public nantais soit un public de casseurs, etc. Donc, Non, c'est une tradition chez eux, apparemment. Ouais. Un peu comme Saint-Etienne aussi à l'époque. Ah ben, messieurs, nous allons démarrer cette belle grille, j'ai dit à 2 millions d'euros à valider dimanche. Ah, tu parles pas des Russes. 9h55. J'ai pas encore reçu le virement.
Avec messieurs, de belles confrontations, une grille à 96 €, je l'ai dit, à Valégué ce dimanche 6 mars à 9h55 maximum. Un match, allez, intéressant, après une défaite, après peut-être même 2 défaites pour ces équipes-là. Marseille-Monaco, messieurs, moi je crois toujours encore à la possibilité de Marseille de pouvoir engranger de bonnes performances face à des gros. Voilà, ils se laissent toujours un peu peut-être surprendre, mais on sent que les joueurs aiment bien ce type de match. Donc je vois plus un match nul ou une victoire de Marseille à domicile. Qu'en pensez-vous, Bruno? Ben là, je sais pas, parce que sur ce match-là, la vérité, c'est que j'ai mis un triple. Parce que ce Marseille-là, on ne sait pas à quoi s'attendre. En fin de match, ils se feront monter contre 3. Là, Clermont, qu'on avait déjà enterré, a montré quand même une capacité à manier le ballon. Enfin là c'est Marseille et Monaco, donc non, c'est un match qui est ouvert. Marseille, on les pensait enterrer également, enfin Monaco pardon, et ils sont là. C'est sur aussi un courant alternatif. Monaco, les deux équipes sont malheureusement, je dirais, capables du pire comme du meilleur. Donc voilà, c'est un match très difficile, et c'est pour ça, chers amis, je vous préconise de mettre une couverture totale sur ce match. Historique des confrontations, messieurs, avant qu'on puisse passer à Patrice. Alors, très équilibré tout de même. 48 victoires pour Marseille, 44 pour Monaco et seulement 26 matchs nuls. Patrice, ça vous inspire quoi? Moi, je suis très, très content en tant qu'amoureux du football de voir ce match de gala qui est proposé cette semaine, parce que c'est vrai que c'est un vrai match de gala. Marseille-Monaco, c'est une affiche de rêve. Alors, d'un côté, effectivement, on a un Marseille qui est second, qui aimerait bien le rester, qui a eu une semaine entière, puisque pour le coup, ils n'ont pas eu de match en conférence, en Champions League, enfin pas conférence. Coupe Europa. Conférence. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a un Monaco qui vient de se faire éliminer par Nantes, qui a eu un match quand même assez difficile, qui un petit peu décevant en ce moment, même s'ils ont quand même aligné quelques bons résultats dernièrement. Donc ça va être un match très ouvert, très difficile également à pronostiquer. Je comprends effectivement le souci de Bruno. Maintenant, comme Marseille joue chez lui et qu'ils sont pris quand même 2 revers de suite dernièrement entre Clermont d'un côté et 3 de l'autre, je pense qu'ils vont revenir avec quand même un petit peu de motivation. Alors, on sait que Marseille, un petit peu dépendant de Payet, et de Guendouzi aussi, qui est pour moi un très beau maître à jouer, mais qui commence à s'essouffler aussi parce que malheureusement tout faire. Leur coach leur demande beaucoup, et c'est vrai que on sait que Marseille n'aime pas enchaîner tous les matchs comme ça, et ils ont beaucoup donné. Donc moi j'ai l'impression que ça va être un match qui va malheureusement se finir par un nul, même si ça va être pour moi un beau match, mais je pense pas que je pense qu'on va se retrouver avec un match nul. Donc moi j'ai pronostiqué nul. Et si les parieurs veulent miser un gagnant, alors à ce moment-là, je leur propose Marseille, parce que quand même Marseille chez lui, après tous ces 2 matchs-là compliqués, donc je pense quand même qu'ils vont essayer de battre cette équipe de Monaco, et qu'ils vont essayer ils vont faire un bon match, quoi. Voilà. Alors Guillaume, je t'aime Marseille, je t'aime Monaco, on aime à la folie. Non, mais en fait, je trouve que c'est une équipe super difficile à suivre en Marseille. C'est dur. 3, ils sont allés jouer contre 3. J'ai vu 1-0, je me suis dit c'est bon, c'est fini, ils ont déjà fait le job, quoi. Et en fait non, les gars ils se rabolissent au cours de match, ils font rien et puis ils se font remonter à la fin. Pareil contre Clermont, donc je fais un peu la même analyse. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est l'entraîneur? Je pense que c'est en partie physique quand même. L'entraîneur a un jeu qui pompe beaucoup sur les voilà. analyses. Je pense que c'est ça. Et là, coup de bol, effectivement, il n'y a pas de match en milieu de semaine et il y a un adversaire en face qu'on va respecter parce que c'est Monaco, c'est ça. Voilà, Marseille-Monaco, c'est des villes qui sont pas loin, donc ils vont jouer à 100%, je pense. Et Guendouzi, malgré la défaite, était pas mal. Payet était pas mal aussi. Donc, je pense il faut juste qu'il soit plus sérieux pour l'emporter. Et comme il y a pas mal de matchs difficiles sur la grille, je vais tenter la victoire de Marseille à domicile avec le soutien du public. Et puis certains se souviendront du match aller avec Dieng. Ah oui, magnifique Dieng. S'il fait le même match, ça va sourire à Marseille. Hein. Match numéro 2, messieurs. Entre Lille et Clermont, sur courant alternatif, que nous disent donc les confrontations entre les deux équipes?
tout de suite, ce sont des équipes qui se sont Très peu affronté. Mais c'est souvent le cas avec Clermont, faut Voilà. dire. Hein. Ouais, avec donc des inconnus, messieurs, des incertitudes, puisque parité complète, pas de match nul, une victoire de chaque côté. Voilà, Bruno. Ce match-là, si j'avais pas vu les derniers matchs de Clermont, j'aurais dit victoire de Lille easy. Mais on a vu que Clermont est quand même capable d'emmerder les grosses équipes. Ça, moi, je suis désolé, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le président Macron. Hein. Donc, maintenant, je dis ce mot avec tranquillité, quoi. Donc Clermont est capable vraiment d'emmerder les gros. Du coup, je vais quand même pronostiquer une victoire de Lille. Et puis, chers amis, avec un petit nul, parce qu'on ne sait jamais, Clermont, fin de match, des fois, ramène des points. Le graphique illustre bien le cas Clermont, que moi j'évoque depuis le début, hein, parce que c'est vraiment un cas pour moi. Voilà une équipe qui sort de nulle part, Clermont. Moi, je connaissais Clermont comme rugby. C'était du rugby pour moi, Clermont. Et quand il est arrivé en Ligue 1, on s'est dit, bon, voilà, qui va faire un parcours éclair et qui va repartir aussitôt. Et puis le voilà qui, comme il dit Bruno, qui emmerde les grosses équipes. Tu peux y aller. Hein, voilà, qui, à chaque fois, moi je le dis clairement, attention. Et à chaque fois, ça rate pas. Et là, après avoir battu Marseille tranquillement, après s'être installé un petit peu au milieu de tableau, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc maintenant, je crois que le problème, c'est qu'ils ont une étiquette. C'est-à-dire que maintenant, on ne dira plus c'est une petite équipe. Je crois que toutes les équipes qui vont rencontrer Clermont vont se dire attention. Il faut les respecter. Voilà, danger. Et je pense que Lille, après ce qu'ils nous ont montré sur leur dernier match, où quand même ils ont battu quand même Lyon dernièrement, surtout, avec des Bamba, des Sanchez, des David qui sont revenus à un niveau correct. Surtout Renato, là. Voilà, Renato, voilà. Ouais. Je pense quand même qu'ils vont pas se louper chez eux en plus, et que là, Clermont, ça va être compliqué. Donc, pour une fois, je dirais que Lille va enclencher ce match de façon sérieuse et Clermont, malgré tout, parce qu'ils ont quand même des faiblesses, hein, forcément, ils n'ont pas non plus des super top joueurs, va plier sous le joug des attaques lilloises. Moi j'ai juste un regret sur Clermont, c'est notre petit Jordan Tell qui joue pas beaucoup. Pourtant il a marqué un but il y a 3 matchs. Je ne sais pas ce qui se passe, il faudrait qu'on prenne des nouvelles pour savoir pourquoi il joue pas. Mais j'aurais bien voulu qu'il joue plus. Voilà. Mais sinon, bon, ce match-là, je pense que Lille va l'emporter, pas facilement, mais va l'emporter. Ah, je pense, en plus on avait un Clermont contre Bordeaux, c'était un peu compliqué, ils sont fait mener. Et puis je trouve Clermont c'est pas mal, mais ils n'ont pas tant de grands joueurs que ça, surtout par rapport à Lille. Lille, à ce moment, je trouve qu'ils jouent à leur niveau. On l'a vu contre Lyon, même s'ils auraient dû finalement repartir avec un match nul. Bon, ils l'ont porté grâce à la VAR, on va dire ça. Donc je mettrais plutôt une pièce sur Lille, avec l'avantage d'être à domicile, l'avantage d'être dans une mode dynamique, avoir joué des équipes assez fortes ces temps-ci. Et je pense qu'ils vont respecter Clermont aussi. Donc je mettrais plutôt Lille, petite victoire 1-0, peut-être 2 avec le break. Enfin voilà. Ou 3 avec la VAR. Ah, 3 avec la VAR, voilà. Ça aussi, ça peut être le sujet du. Hein, ah oui, c'est vrai. pour la défense. Hein, non, on te laisse les accusés faciles. Troisième match, messieurs, Reims face à Strasbourg. RAS. Reims accueille Strasbourg. Moi, il me semble que c'est quand même un match très très compliqué à pronostiquer. Alors. L'historique nous donne quelques indications, avec 30 victoires pour Reims, 17 victoires pour Strasbourg et 17 matchs nuls. Alors, cette équipe, il me semble que ce match représente la petite pépite Ekitike qui sera pas présent au coup d'envoi. Bruno, inspiré. Quoique, ce sont des équipes. Reims, quand ils sont dans un bon jour, il y a du ballon, ça joue. Strasbourg également. Bon, là, ils sont pas à la maison, certes, mais ils ont un gros frappeur, la personne de Liénard, qui est capable de mettre de belles mines. Donc, je pense que c'est un match qui pourrait se solder par une victoire de part et d'autre. J'aurais pu voir un match nul aussi, mais je préconise quand même un grand écart avec le 1 et le 2, les amis. Patrice, Strasbourg, il continue sous sa lancée à l'extérieur? Ouais, moi je pense, parce que d'autant plus que Strasbourg, s'il regarde un petit peu plus haut, il se rend compte qu'il peut peut-être atteindre des deuxième places.
elle n'est pas si loin que ça finalement. Et donc je pense que cette équipe qui a quand même le vent en poupe, qui a fait un très bon championnat, qui a un entraîneur qui a pour moi les mêmes caractéristiques qu'un Kabouaré par exemple, qui incite son équipe à aller de l'avant tout le temps. Et je trouve que Strasbourg, depuis qu'ils ont cet entraîneur, ils ont changé complètement leur jeu et ils claquent des buts surtout. Alors évidemment, à un moment donné, ils étaient un petit peu essoufflés, ils étaient un petit peu, ils étaient un petit peu fatigués. La rudesse de l'hiver aussi. Voilà, puis la rudesse de l'hiver, parce que chez eux, ça rigole pas, les cigognes et tout ça. Et puis en face, on a un Reims qui a bien joué ces jours-ci, mais effectivement sans leur équitiquer fétiche, qui est un peu le Mbappé local. mais ceci dit, c'est un joueur qui va monter très haut, je pense. Là, il est absent, donc je pense malheureusement que Reims, ça va être compliqué pour eux. Donc moi, je pense que Strasbourg va gagner ce match, parce que Strasbourg vise très haut maintenant. Ils ont dit, oula, attention, on peut peut-être aller décrocher, pourquoi pas une Champions League. C'est possible. Et donc, voilà, je pense qu'ils vont la jouer à fond. Donc, ils vont gagner. Alors Guillaume, Reims va se faire rincer, c'est facile, pas que la face quand même. Alors malgré la victoire contre les Princes de Monaco, je trouve que ça n'a pas été très, très joli à voir, tout simplement. Ils ont été menés les 3/4 du match. Ils l'emportent parce qu'il y a des erreurs individuelles côté Monaco. Donc c'est pas une équipe qui est si en forme que ça, malgré 2 victoires sur les 5 derniers matchs et une victoire contre Bordeaux 5-0 aussi. Donc voilà, ça sort un peu des statistiques. Et puis côté Strasbourg, à l'extérieur, ça marque des buts, ça n'hésite pas à jouer. Et c'est pour ça que je mettrais peut-être un petit avantage à Strasbourg, même si c'est un match à domicile. Ils visent encore des choses, comme disait Patrice. Ils n'auront peut-être pas. Ça va être compliqué, je pense, à Champions League, parce qu'ils vont quand même vite devant. Mais en Europa League, pourquoi pas. Et puis ce serait quand même un sacré récompense. Donc voilà, je vais mettre la victoire de Strasbourg avec Thomasson, Gamero, tout ça. Je pense qu'ils vont faire le travail. D'accord. 4e match, messieurs, entre donc Rennes et Angers. Angers qui va se présenter sans, on va dire, sa petite pépite Shaw qui s'est fait expulser. Donc, il est suspendu. Rennes, ça va plutôt bien en ce moment. Angers, bon, je sais pas. Est-ce que Rennes, qui est 4e, va rester, comme me dit donc, le Sainté dans le carré d'As? On a en tout cas au niveau des confrontations 31 victoires donc pour Rennes, donc large avantage, 15 victoires pour Angers et 16 matchs nuls. Bon, j'ai envie de dire plutôt facile à... Si là je fais une analyse un petit peu pragmatique, je regarde les résultats des 5 dernières confrontations. Pour Angers, c'est 5 défaites. Alors, des fois, comme ça, tu se rebiffe. Non, mais des fois, voilà, tu dis, tiens, je relève. 26e, et là, paf, c'est ça le problème des pronostics. C'est ça. Mais sur la forme du moment, Angers, donc 5 défaites d'affilée, et au contraire, Rennes est sur 2 victoires consécutives d'affilée. Donc, sur la forme du moment, les amis, je vous conseille de faire une petite victoire de Rennes, le 1 sec. Patrice. Je suis d'accord complètement avec Bruno. C'est clair qu'il y a vraiment deux dynamiques inversées. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, effectivement, Angers, on avait d'ailleurs évoqué son cas la semaine dernière, qui, depuis quelque temps, déjoue complètement. Je ne sais pas si... et je l'avais dit, le changement d'entraîneur, de l'entraîneur fétiche de l'époque, ça a été pour Moulin, ça a été fatidique. Et je pense que Batik n'a jamais retrouvé le fighting spirit que Moulin avait. Et donc cette équipe est en train de voir revenir derrière des gars qui ont faim. Et attention Angers. Parce que en face... Angers. Là, il y a Rennes qui, effectivement, est reparti comme en 14, comme on dit, puisqu'ils ont atomisé Montpellier la semaine dernière avec un beau match. Franchement, le duo Laborde-Terrier, c'est quelque chose. Ça fonctionne. Et donc, mais là, maintenant, je pense que Rennes, ils sont repartis pour faire une super fin de championnat. Et je pense que Angers, là, il va être mangé tout cru. Et malheureusement, sur ce match-là, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Rennes tout... Et rien d'autre, c'est un sec. Moi, je crois... Sans citron. Sans citron sec. Moi, je crois un peu plus gentil avec Angers. Ils ont joué contre Lens la semaine dernière, ils se sont fait battre, mais franchement, ils méritaient largement la victoire. Surtout, les 2 buts qu'on encaisse, en fait, c'est le gardien d'Angers qui est bouilli par le soleil. On encaisse, tu serais un supporter d'Angers? Non, pas trop, mais non, il faut reconnaître que... Non, mais tu as les buts qu'on encaisse.
Non, il était bu le gardien par le soleil, il a encaissé 2 buts parce qu'il avait pas de casquette, quoi. Franchement, trop fort. Donc, un but de casquette, 2 buts de casquette, exactement. Là encore, on peut relancer Et puis, l'aveuglement, forcément, en fonction des mi-temps, parce qu'il avait quand même le soleil un peu. Ah ouais, mais il avait le droit de prendre une casquette pour se protéger. Les gardiens, ils ont le droit. Donc, tant pis pour lui, tant pis pour Angers. Mais honnêtement, face à Lens, voilà, ils auraient pu prendre les 3 points à domicile. Et puis, je me dis, du coup, ils vont aller à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont pas essayer au moins de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu obtenir à domicile? Alors, contre Rennes, c'est sûr que ça va être difficile, l'équipe en forme. Mais pourquoi pas gagner un match nul? Ils sont 14e, il reste encore à la merci des relégats et je pense qu'un match nul reste envisageable. Donc je mettrai le nul, mais quand même Rennes, pour le double, je les mettrai à gagner à domicile aussi. Donc le 1 ou le N pour moi. Mais messieurs, dernier match, donc cette première partie, donc entre Nantes et Montpellier, avec cette donnée que notre petit Marcus Coco ne sera pas présent. Voilà. Il est forfait pour cette réception. Blessé. Alors, porté par cette qualification pour la finale, est-ce que Nantes va, les Canaries vont pouvoir garder un peu cette avance qu'ils ont de 2 points. En tout cas, là, ce serait parti pour pouvoir les reléguer à 5 points. Montpellier qui a montré quand même de belles choses. Moi, j'ai à la fois les buts de Montpellier et les buts de Rennes étaient extraordinaires. C'était 2 magnifiques buts de Montpellier. Donc, est-ce que ça donne donc des indications sur une meilleure performance face à Nantes à domicile? Bruno? Ben là, effectivement, on est dans un contexte où effectivement Nantes se qualifie pour la finale de la Coupe de France. C'est vrai que c'est une équipe qui joue plutôt bien. Le petit Moses Simons là, il est en très grande forme. Kolo Muani aussi, c'est pas mal. Donc il y aurait avantage effectivement pour moi à Nantes. Mais effectivement de l'autre côté, ça joue pas mal. C'est vrai que Montpellier a eu un très très bon début de saison, c'est un petit peu essoufflé, 11e, mais finalement quand on regarde 37 points et 39 points, il n'y a pas tellement une grande différence entre le 7e et le 11e, donc c'est un match équilibré. Néanmoins, je donne quand même mon pronostic aux Nantais, aux jeunes, aux Yellow. Patrice, est-ce qu'on voyait Nantes 7e au championnat Déjà, c'est fabuleux ce qui leur arrive. Ils sont 7e au championnat, ils vont jouer une finale de Coupe de France. Alors, je voulais juste revenir un tout petit peu sur l'histoire de Camboiré, parce qu'on oublie trop vite que au début, enfin à la fin de la saison dernière, Nantes était relégable. Et que, rappelez-vous, l'épisode Domenech. Domenech arrive. Et 5 matchs, 5 défaites. 5 défaites. Donc, si vous voulez, et Camboiré arrive à ce moment-là, et nous, tous, on est là, on se dit, Camboiré va peut-être sauver Nantes. Et il a sauvé Nantes. Mais non seulement il a sauvé Nantes, mais en plus, il fait de Nantes, avec les mêmes joueurs qu'avait Domenech. Il arrive à faire ce qu'il a fait là, contre Paris, et puis etc. C'est vrai que quand on voit des Kolo Muani, qui d'ailleurs, je crois, part en Bundesliga l'année prochaine, parce que tellement il a brillé, quand on voit les Merlin qu'il a trouvé, qui sortent de chez nous, on appelle Merlin un chanteur, qui nous met des buts de Pavard. Non, mais moi, je trouve que c'est magnifique que Nantes revienne comme ça à ce niveau-là. Alors maintenant, en face, il y a Montpellier. Et Montpellier, c'est un peu l'inverse. Malheureusement pour eux, moi je pense qu'ils ne sont pas vraiment remis du départ de Delors et Laborde. Parce que ce Montpellier-là, sans ces 2 jours-là, n'est plus le même. Et c'est vrai que Savanier peut faire ce qu'il veut, mais là aujourd'hui, Montpellier, c'est plus du tout la même équipe qu'il y avait au début de saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de descendre alors que Nantes est en train de monter. Donc je pense qu'on est un peu dans la même physionomie que Rennes et Angers. Il y a une équipe qui est en plein doute et une qui est hyper euphorique. Alors attention quand même de ne pas être trop euphorique. Parce que quand on a fait quand on est finaliste, etc., on peut se dire ouais bon tout ça y est, c'est arrivé, j'ai plus besoin de jouer. Donc c'est un match qui va être compliqué. Moi je pense que on peut arriver à un nul sur ce match parce que les 2 équipes ont à peu près les mêmes je dirais les mêmes caractéristiques en ce moment et surtout Nantes, attention, n'allons pas trop dans l'euphorie non plus. Et puis donc voilà. Donc moi je pense qu'on peut sécuriser le coup avec un nul. Et puis si on veut être un petit peu optimiste, c'est Nantes qui gagne. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même à la Beaujoire et que je sais pas, ils ont une dynamique positive. Et puis voilà, pourquoi pas.
Alors Guillaume, Patrice nous a dit tout ça pour nous expliquer comment Estelle a quitté Domenech. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Je me souviens, il y a une petite anecdote. C'était fort parce que Bruno, tu sais, il disait mais non, les paris ils tournent, forcément il va gagner un match. Mais les matchs ils avancent, il va gagner quand même. En fait, il n'a jamais eu le temps de gagner le gars. Il a fait comme ça avec Estelle. Peut-être il a essayé à chaque fois. Moi je la vois sur Instagram, elle est heureuse. Elle est heureuse, elle s'est remise en selle. Revenons au match de foot. Montpellier. Je pense qu'effectivement c'est un super entraîneur Comboiré. Je me souviens quand il a quitté le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était leader de Liga, et puis quand la saison s'est finie, ils ont fini deuxième. Donc voilà, finalement il aurait peut-être mérité de rester. Je sais pas, mais il y avait un Montpellier irrésistible. Ouais, non, mais après. Franchement, tant mieux, j'ai envie de dire. Tous les entraîneurs du monde, même au PSG, cette année-là, Montpellier, ils sont voilà. Un peu comme Lille l'année dernière. Ouais, il y a des années où Monaco gagne. Leicester, tu te souviens, Leicester qui fait là, il marche sur l'eau. Mais bon, c'était quand même, ça reste un bon entraîneur, je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau pour le dire. Certes, mais moi j'ai envie d'arrêter de le voir dans un rôle de pompier de service, tu l'as dit. C'est clair. Alors il vient, il sauve Nantes très bien, et après tu fais quoi? J'aimerais le voir avec un objectif, parce que souvenez-vous, il prend le PSG, mais il n'y a pas les mêmes joueurs, il n'y a pas encore. Non, il n'y a que Pastore et Minez, ça peut pas la grosse thune au PSG avec Zlatan, Thiago. Voilà. Donc moi j'aimerais savoir comment toi en Comboiré, si tu regardes cette émission. Pour préparer tes matchs, j'aimerais te voir dans une grande équipe, pourquoi pas à l'étranger. Je crois que si il faut qu'il change quelque chose dans sa façon de communiquer avec les médias, etc. Je trouve que c'est là où le bas blesse. Sinon, il va rester qu'un entraîneur de Ligue 1, et à mon avis, il a les capacités pour aller au-delà. Et je pense que j'aimerais le voir avec un effectif dans un grand club pour voir ce qu'il est capable de faire. Parce que je crois que dans le vestiaire, c'est vraiment un gars qui peut te changer un match avec son discours. Ah, c'est clair. Hein. Donc, c'est un petit quand même de. Je sais pas si on a vu les confrontations. Non, je crois pas. Les confrontations entre les deux équipes. La technique. A priori, Nantes, je dirais. 21 victoires pour Nantes, 20. Vous voyez, et 17 matchs nuls, c'est équilibré. Je me suis l'équilibre, le yin et le yang. Je vais parier sur le match nul. Voilà, exactement. Nul sec, parce qu'il y en a toujours un. À chaque fois, il y a un nul dans une grille, forcément. Et je vois bien, parce que deux équipes, quand même, petit avantage à Nantes, mais ça reste équilibré, je pense. Et puis Nantes, est-ce qu'ils peuvent vraiment aspirer la Coupe d'Europe avec leur effectif? Limite, je leur souhaite pas, je leur souhaite de finir 8ème et de passer une saison normale. Ils sont un peu fatigués après la Coupe de France. C'est ça, hein, je préfère qu'ils se concentrent sur la Coupe de France, et je pense que ça trotte dans un coin de leur tête. Hein. Surtout que la Coupe de France et Nantes, c'est une belle histoire. Donc, ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose à Nantes, donc ils vont pas forcément se concentrer sur le championnat, et puis non, Montpellier. En fait, le problème, c'est que ça, comme disait Savanier, il a pas trop de ballons à donner. Tu sais, il regarde Mollet, il disait est-ce que je vais faire la passe? Non, allez, essaie d'obtenir un coup franc, c'est mieux, tu vois. Donc, non, match nul pour moi. Excellent, messieurs, mais on se retrouve dans quelques instants. Amis téléspectateurs, restez avec nous. Après cette petite coupure pub. À tout de suite. Bon, on se retrouve, chers amis, avec les 5 matchs suivants. Cette grille qui vaut 2 millions d'euros. Donc, on remercie la Française des Jeux et tous les partenaires. Et puis, il y a Bruno Michovine qui est admiratif de ma barbe rousse ce soir. Et, il n'en démord pas. Mais on va se concentrer quand même sur les matchs suivants. Donc, le 6e match entre un certain... allez, on est dans le lead 20, pourquoi pas, Bordeaux. Bordeaux qui reçoit 3. Donc, le 19e... face au 17e, parité de points, 22 points. Encore une fois, ascenseur pour l'échafaud. Donc, que disent les confrontations tout de suite? Bordeaux mène au score, puisqu'il y a 12 matchs pour Bordeaux, donc, et 6 victoires pour 3 et 4 matchs nuls. Bruno, allez. Là, je suis embêté parce qu'on l'a tellement dit, à chaque fois que vous avez fait l'honneur de m'inviter en remplacement
Bon, je vais pas me prononcer. En tout cas, merci de cette invitation-là. On l'a tellement dit que Bordeaux est compliqué. Et je l'ai dit sur d'autres antennes, sur RCI aussi, que Bordeaux c'est compliqué. On ne sait pas quoi mettre parce que là on les attendait, ben, ils n'y étaient pas. Et quand on s'est dit qu'ils vont se faire démonter, eh ben, ils sont capables de gagner ce match-là. Donc bon. Là, ça va être peut-être le cœur qui va parler. Je suis pas bordelais du tout. J'aime bien le vin rouge comme beaucoup. Mais c'est quand même un haut lieu du football français. Les voir à la 19e place, ça m'embête. Donc j'aimerais vraiment qu'ils puissent, avec un dernier coup de rein, quand même rester en Ligue 1. Et puis enfin avoir un actionnaire qui puisse prendre vraiment le capital de cette équipe-là et pouvoir acheter des joueurs. C'est vraiment une belle région. Ils ont investi dans un stade il y a 5-6 ans qui est quand même excellent. Et ça serait vraiment dommage qu'ils descendent. Donc 3 peut descendre. C'est pas grave. Le terrain est pourri. Et en hiver, non mais j'aime pas tout ce gars parce que chaque fois quand il joue contre le PSG, il est vilain avec nous. Non franchement, bon, sur ce match-là, pour faire court, j'espère une victoire de Bordeaux et ça serait pas mal de l'emporter. Ils ont besoin de points et à domicile ils feront le taf. Donc le 1. Patrice, on est quand même dans la zone de turbulence, là, quand même. C'est le cas de le dire. Mais moi, je rejoins Bruno, puisque j'avais déjà dit la semaine dernière que j'avais considéré Bordeaux comme impronosticable. Sauf que là, on est effectivement dans une zone compliquée. C'est un vrai match à 6 points. C'est un vrai ascenseur pour l'échafaud, ça c'est clair. Parce que celui qui perd ce match est condamné, ça va être compliqué pour lui. Bon, donc Bordeaux va donc jouer un match décisif avec un effectif, excusez-moi du peu, mais qui est quand même largement supérieur à celui de Troyes. Ouais. Donc, et on sait que, par définition, Bordeaux, s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont la pire défense d'Europe. Mais par contre, ils ont une attaque quand même qui fonctionne. Donc, je pense très honnêtement que si Bordeaux a un match capital à jouer, c'est celui-là. Et que je pense qu'ils ne vont pas le rater. Ils sont chez eux, ils ont un public qui les a suivis jusqu'à là, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de manifestations comme dans certains clubs, ou avec des grèves, des machins, des banderoles et tout, qui attendent de savoir ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur. Donc je pense que ce match-là va être très très important, et je pense qu'ils vont le gagner. D'abord parce que Troyes, comme avait dit Guillaume l'autre jour, et je le suis là-dessus, c'est Troyes qui va descendre, ça c'est certain. Pour moi c'est clair, c'est l'équipe qui a le plus de chances de descendre. En plus il leur manque leur joueur le plus important, c'est Ripard, qui n'est pas là. Non, je pense que sur ce match-là, je mettrai Bordeaux gagnant. Alors je vais peut-être mettre un petit nul aussi pour garantir, mais parce qu'avec eux on ne sait jamais. Mais là, je pense que s'ils perdent ce match-là, c'est que vraiment, il n'y a plus rien à comprendre, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, Guillaume, qu'on a un recrue qui est assez intéressant. Côté Bordeaux Côté Bordeaux. Il y en a qui brille, qui a brillé notamment lors du dernier match, Guy Lavogui. Guy Lavogui, ça fait 2 fois qu'il sauve les mêmes, et chaque fois, et malgré tout, il arrive à un petit peu... à monter les troupes en disant c'est pas grave, je marque mais vont perdre. Mais là c'était intéressant, efficace la semaine dernière. Est-ce qu'on peut compter sur ça pour une victoire à domicile face à Troyes? Parce que tout à fait, je pense. Patrice l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que Bordeaux a eu un recrutement à l'hiver, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a du costaud qui est arrivé. Donc déjà en termes d'effectifs, Bordeaux c'est pas mal, et la grosse diff, ça sera quand même l'entraîneur Guillon. Ils ont le dernier match, ils joueront clairement, ils ouvrent le score et ils arrivent à tenir pendant une bonne partie, quoi. Ils prennent pas de but tout de suite. C'est pas un super nom quand même. Non, pour sauver l'équipe. Non, mais quand il avait Reims, effectivement, c'est bien pour apprendre à défendre d'avoir un entraîneur comme ça, et c'est ce qui manquait, je pense, avec l'ancien entraîneur. Donc je pense qu'ils peuvent faire un match sans encaisser de but. Je pense que ce sera peut-être ce match-là. Donc je pense que Bordeaux va pas encaisser de but et j'ai mis très vainqueur. D'accord, messieurs, faisons un petit tour en Angleterre. Volontiers. La couronne qui a fièrement, en tout cas, clairement pris parti pour l'Ukraine, on va dire. Un derby, Manchester United qui se déplace à City. Le titre est à la hauteur, la mort au tournant pour celui qui donc pourrait prétendre au titre. On a une équipe de Manchester United qui alterne le bon et le moins bon, et pourtant on se retrouve à, je l'ai dit, bon, il y a quand même pas mal de points entre les deux, mais on a quand même un quatrième qui est pas loin du quatuor de tête.
Et le graphe des confrontations nous donne donc 49 victoires pour United. Je pense que c'était à l'époque de Sir Ferguson. 34 à l'époque pour où City c'était rien. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore l'argent. Le gaz de le vin à flot. 34 victoires pour City, je disais, et puis quand même 30 matchs nuls. Donc peut-être un match compliqué à pronostiquer. Le derby. Non, là, clairement, Manchester United est sur une série de soit victoire, soit match nul. Ils perdent pas, c'est vrai. Mais Greenwood est toujours blessé. Qui ça Greenwood. Plus que blessé. Ouais, Il est presque en prison, le gars. Ah oui, ça. Pour harcèlement, enfin tu sais bien les affaires de footballeurs un peu olé, tu et vois. puis ça rigole pas en Angleterre. Ah Mais, oui, alors, regarde Mendy, tu vois, mais peu importe Mendy, de c'est parler. ultra récidiviste aussi. Il y en a plusieurs aussi. Pas moi qui Mais vais payer ça, Greenwood paye cher. Greenwood paye cher. Mais non, à Man City, c'est vrai que c'est un derby, mais là il est trop déséquilibré, on va dire. Man City a trop d'atouts offensifs pour se faire embêter par ce Manchester United. Non, pour moi, c'est le 1 sec. Ben oui, il faudra quand même un petit peu analyser ce match, mais c'est vrai que quand on regarde bien... non, mais j'aime bien pouvoir quand même mettre comment dirais-je, le contexte en place, parce que c'est important. Perspective. Man City, alors, dernièrement, a perdu contre Tottenham. Pourquoi ? Parce que simplement, je pense que c'est le genre d'équipe je dirais qu'on ne respecte pas. Quand Man City arrive, voilà, c'est ça. On se dit bon, ils ont perdu X matchs, donc ça va être tranquille. Non, mais par contre, quand Man City se met à jouer, je suis d'accord avec Bruno, c'est un régal. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe pour l'instant, parce que quand ils jouent comme ils jouaient contre les derniers matchs, là, c'est impressionnant. J'espère que on va pas les retrouver contre le PSG trop tôt, parce que ça va être compliqué. Et puis en face, on a Manchester United qui a effectivement été une grande équipe, qui a brillé en son temps, mais qui malheureusement aujourd'hui n'arrive pas à retrouver la carburation qu'ils avaient avant. Et malheureusement, c'est pas Ronaldo vieillissant qui fait quand même quelquefois des éclats, et même Pogba qui aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vraiment toujours footballeur ou s'il est devenu businessman, que ça va changer. Donc non, moi je pense que là sur ce match, on va rester sur une victoire sèche de Man City. Parce que quand ils décident de mettre c'est une Ferrari qui a un moteur qui est capable d'aller à 300 à l'heure, donc quand ils mettent 300 à l'heure, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc pour moi, c'est réglé aussi. Alors Guillaume, est-ce que la machine City sera déréglée par Zichenko peut-être, ou Mikolenko, les deux Ukrainiens? Honnêtement, c'est pas des joueurs très très titulaires quand même. Donc on risque que Zichenko il rentre en cours de match souvent, mais bon, voilà, on n'y pensera pas forcément pour ce match-là. Après, c'est vrai, Manchester United, on voit l'effectif, le 11, c'est costaud en fait. Les noms ils parlent, les Sancho, Cavani qui peut rentrer, Ronaldo. Alors dans l'application, on est loin de ce qu'on pourra avoir, et depuis que Solskjaer est parti, il était beaucoup critiqué, il était très mauvais tactiquement, mais il arrivait quand même à donner aux joueurs l'envie d'aller se battre sur le terrain, et là ça a disparu, et c'est ce qu'il faut pour battre City. City, c'est une équipe, si vous n'allez pas à l'attaque, au pressing, au charbon, vous n'aurez rien. Ils n'auront rien, je pense, victoire de City pour moi. C'est triste, j'aime beaucoup United, j'ai porte dans mon cœur, mais là, on a presque envie de donner une pièce, franchement, c'est triste. Victoire de City pour ces messieurs. Nous continuons donc l'Angleterre, match suivant entre Watford et puis une équipe qui est à le vent en poupe, qui se débrouille bien, même après avoir perdu Aubameyang. Arsenal, donc Watford qui reçoit Arsenal, le 6e contre le 19e. Et quelle dit les confrontations, messieurs? 17 victoires pour Arsenal, 12 victoires pour le Watford et 2 matchs nuls. Là encore, peut-être les parties les plus faciles à pronostiquer, Bruno, cette grille, ça match facile pour Arsenal. Oui, normalement Arsenal aussi devrait l'emporter. C'est vrai que Arsenal aussi. On a dû. Je dis pas que c'est pas un Bordeaux de la ligue de la première ligue, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais intrinsèquement, encore une fois, Watford qui est pratiquement qui va descendre. Je pense qu'Arsenal concentré devrait faire le job et l'emporter. Donc ça sera pour moi une victoire d'Arsenal, donc des Londoniens, le 2. Ouais.
Ben moi, je suis d'accord. Simplement, Arsenal, ils ont une équipe qui aime bien jouer ce genre d'équipe, justement. Autant Arsenal a du mal avec le Big Four, on va dire, hein, c'est-à-dire les City, les Chelsea et compagnie. Autant quand ils tombent sur des équipes comme ça, ils se régalent. Et surtout que depuis quelques temps, ils ont des joueurs qui reviennent un petit peu à leur niveau, on va dire, comme Pépé, qui avait disparu, on ne sait pas où il était passé. Ça, c'est pour moi une grande énigme. Voilà un joueur qui a été magnifique en championnat de France, à qui on promettait les meilleurs objectifs, et puis qui s'est complètement liquéfié en Angleterre. Et puis il y a Lacazette qui revient aussi, pas mal. Il nous claque quelques buts là depuis quelques temps. Donc Arsenal sur ce genre de match, effectivement, qui ont besoin d'un jeu assez fluide et assez tranquille. Eux, alors pour le coup, ils respectent tout le monde. Donc pour moi, ils vont gagner ce match parce que Watford, c'est vrai que quelque part, ça reste très faible. Mais Guillaume, avec une victoire d'Arsenal, ça permet même de tutoyer peut-être les sommets. Alors en plus il y a des matchs en retard un peu, donc c'est difficile d'analyser le classement de Première Ligue actuellement. Et il y a Tottenham, Manchester qui sont juste au-dessus, mais voilà, ça peut aller vite. Alors je suis effectivement, Arsenal est largement favori de par leur dynamique, de par leur effectif, mais attention à Watford. Watford a des joueurs qu'on connaît un peu en France, hein. Il y a Sissoko. Il y a que Matt Le Buzz qui connaît ce genre de joueur. Non, mais Ismaïla Assar, vous vous souvenez d'Ismaïla Assar et Nkoulou, vous vous souvenez d'Nkoulou? Non, il y a quelques joueurs. Ils sont toujours là. Oui. Alors, ils existent encore. C'est un peu en Première Ligue, on trouve ces joueurs-là en fin de classement. Non, mais, je veux dire, mais Matt, il te sort le 11 du départ de Watford. C'est véridique. Moi, j'ai halluciné la dernière fois. Et après, il déclare sa flamme. C'est la plus belle équipe du monde. Non, moi, je dirais pas ça quand même. Mais en fait, ce serait une bonne équipe de Ligue 1, mais effectivement, comme on est en Première Ligue, c'est plus difficile. Donc, je vais tenter le nul quand même, parce que j'ai vu un bon Watford contre Manchester United. Ils ont fait le 0-0 à l'extérieur. Donc, peut-être rester sur cette lancée-là. Essayer de refaire le 0-0 contre Arsenal. Et puis, ils sont pas encore condamnés. Hein. Ils sont 19e, ils sont pas si loin que ça des places encore en Première Ligue. Là, bon, ça va être difficile, on est d'accord. Pas bon, hein. Donc, je vais tenter le nul. On va tenter la petite surprise nulle et puis la victoire d'Arsenal sinon. Alors messieurs, on se rend de l'autre côté de la Bundesliga. Entre Mainz qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors, qu'est-ce que disait donc j'ai compris, ça veut dire que... Sans Haaland, c'est compliqué. Alors quand même, 18 victoires à l'extérieur, enfin 18 victoires pour Dortmund, donc les confrontations face à Mayence, 5 victoires pour Mayence et puis quand même 8 matchs nuls. Est-ce que Dortmund peut l'emporter? Voilà, c'est vrai qu'on a tous un peu été un peu crispés dans cette grille dernière. Augsbourg nous a joué un malin tour face à Dortmund qui menait au score. Ils se sont fait rattraper. Est-ce que là encore, Mayence a les moyens de pouvoir rivaliser avec un Dortmund privé de Haaland? Est-ce que si les autres peuvent faire le job, Bruno? Logiquement, oui, parce que bon, Haaland, c'est un finisseur. Reus, tu l'as dit, il y a quand même des joueurs qui sont capables de. Tu n'es pas deuxième du championnat parce que tu n'as que Haaland dans ton équipe, on est d'accord. Il y a un fond de jeu, il y a un stade qui te pousse, il y a une certaine philosophie de jeu qui est là depuis des années. Enfin, Dortmund, c'est quand même une équipe phare en Bundesliga. Donc, pour moi, il devrait s'en sortir. C'est vrai que Mayence. Bon, 34 points, logiquement, on doit s'attendre. Moi, je crois quand même que 2 fois de suite que Dortmund ne soit pas focus et tout ça, ça peut pas arriver. Donc pour moi, je vais quand même faire confiance aux jaunes et au Borussia. Donc ce sera une victoire à l'extérieur, les amis, le 2. Moi, je dis match piège, parce que Mayence, c'est une équipe qui a une bonne réputation chez elle, à domicile, ils jouent pas mal. C'est une équipe qui sait recevoir, comme on dit. Et Dortmund, c'est pas la première fois qu'ils nous lâchent des points et ils font des résultats bizarres. Et moi, je suis persuadé que, même si c'est une grosse équipe, mais ils ont aujourd'hui une vraie Haaland dépendance parce qu'ils sont habitués à ce que le gars leur claque 3 buts par match. Et quand il n'est pas là, c'est la disette. Et ils l'ont encore montré le week-end dernier. Et surtout, il y a une chose qui est
le même phénomène qu'en France. C'est-à-dire que quand vous jouez une équipe comme Dortmund et que vous êtes Mayence, eh ben vous jouez votre match à fond. Et vous le jouez comme c'était une Champions League. Alors que Dortmund, ils arrivent là, ils sont peut-être ils sont peut-être pas motivés comme ils devraient l'être. Donc moi, je dis attention, match piège. Artung alors. Artung, et surtout que, on l'a déjà dit, la Bundesliga, c'est impronosticable. Vous avez des Bayern qui se font battre par des Hertha Berlin, des Mönchengladbach qui... Bon. Donc voilà, je dirais, attention. Donc pour moi, c'est match nul, ou peut-être, et si je veux gagner les 2 millions, c'est peut-être Mayence que je mets en vainqueur. Pourquoi pas, hein, mais je vais pas le tenter celui-là. Ça pourrait, hein. Pas kamikaze. En fait, à chaque semaine, on annonce le retour de Haaland et c'est vrai qu'il revient pas. Non, il est blessé. Enfin, il ne veut pas prendre le risque. Voilà. Tout, on a besoin de ces 2 millions pour acheter une part de Chelsea. C'est plus que 2 millions, à mon avis. Mais Haaland, en plus, il a annoncé sur le départ, donc peut-être qu'ils ont pas envie qu'il se reblesse, effectivement, pour toucher le petit chèque du Real Madrid ou du FC Barcelone ou je sais pas qui, peut-être le PSG d'ailleurs aussi. Non, Real de Madrid, parce que Mbappé va rester. Ah voilà, exactement. Oui, pareil. Ouais, c'est beau. J'ai préparé un petit chèque aussi pour lui. Non, plus sérieusement, dans nous des favoris par le classement, par même leur équipe, ils ont des jeunes joueurs très talentueux de manière générale, donc je les vois plutôt vainqueurs, et surtout que leurs 2 dernières confrontations contre Mayence, ils sont imposés 2 fois, 3-1, donc ils ont un petit avantage, je trouve, psychologique face à Mayence, donc j'ai mettrai vainqueur cette fois-ci. Prochain match, messieurs, entre une équipe véritable passoire de la Bundesliga, 38 buts encaissés en 24 matchs, donc le FC Cologne et Hoffenheim. Et pourtant, ce sont 2 équipes qui ne sont pas très loin des places européennes. Avantage à Hoffenheim, peut-être, puisqu'il y a 12 victoires dans les confrontations, 6 pour Cologne et 6 matchs nuls. Bruno, toi aussi, la capacité de me donner l'éventail complet de l'équipe type d'Offenheim de Cologne. Je sens le match bof, Patrick. Non, sur ce match-là, je vais plutôt me prononcer pour un match nul. C'est vrai que ces équipes sont estiennes à tout égard. Et du coup, je ne vais pas me prononcer pour une victoire d'aucune des 2 équipes, mais plutôt pour un bon match nul, un petit 1-1 des familles, ce serait pas mal. Voilà, effectivement. Je crois que Pascal a bien résumé. On est bien dans le match bof de la semaine. Parfait. Cologne-Hoffenheim, qui est un match, effectivement, que moi je qualifierais de sans saveur et de sans odeur, comme d'habitude, parce que c'est 2 équipes qui se traînent un petit peu en milieu de grille, enfin milieu de championnat, et qui n'ont pas des footballs très attrayants. C'est vraiment du football allemand, stéréotypé, qui n'est pas très passionnant à suivre. Donc pour moi, effectivement, je dirais que ça ne peut déboucher que sur un match nul, et comme tout match bof, match nul, quoi. Voilà. Il y a quand même des équipes qui sont quand même première partie de classement. Attention aux statistiques. Attention aux statistiques. Je ne sais pas si on va le voir, mais Hoffenheim historiquement a pas mal de victoires. Il y a eu 18, je me rappelle 12 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Voilà, donc attention quand même. En plus, il y a des victoires assez sévères. Il y a eu un 5-0 l'année dernière de la part d'Hoffenheim à Cologne. Donc attention à Cologne quand même. Après, en Bundesliga, ces 2 équipes basiques de Bundesliga, comme disait Patrice, en Bundesliga, ça marque. Et je le répète, c'est un championnat où il n'y a pas tant de matchs nuls que ça, parce que les équipes, elles n'hésitent pas et vont chercher la victoire. Donc je vais tenter Hoffenheim à l'extérieur, et de l'autre côté, je vais tenter Cologne si Hoffenheim n'arrive pas à faire le travail avec Kramaric. Donc je pense que ça va pas être un beau match, mais il va y avoir des buts. Vous pouvez parier là-dessus aussi. Mais messieurs, on est là pour la deuxième coupure. Je dis, restez avec nous, conservez encore quelques minutes avec nous pour pouvoir glaner ces 2 millions d'euros. 2 millions d'euros ce dimanche avant 9h55 à valider. On se retrouve dans quelques instants, donc après la pub. Chers amis, on se retrouve encore pour cette dernière partie, avec plaisir. Et puis tout à l'heure, on va parler un peu de Nantes et de son indiscipline face à cette équipe de Monaco pour cette qualification. Mais
Pour autant, continuons encore avec cette grille, les 5 derniers matchs pour cette grille, messieurs. On a un petit tour en terre espagnole, Ibérique. entre le 14e, donc une des pires défenses de la Liga en ce moment, et une équipe qui a retrouvé de l'allant et qui performe à la fois les défenses et les filets. L'équipe du Barça de Xavi, messieurs, 26 victoires pour le Barça. Donc, dans l'historique des confrontations, 43 confrontations avec 6 victoires seulement pour Elche et 11 matchs nuls. Alors, est-ce que dans ce... Je dis que c'est même beaucoup pour Elche, 6 victoires contre Barcelone. Est-ce que cette confrontation qui paraît totalement déséquilibrée donne l'occasion de confirmer la bonne forme de Dembélé et des autres... petits pépites qui se débrident au contact de Xavi. Je souscris entièrement à cette idée que tu as, de dire que Barcelone a eu du mal. Xavi a été longtemps attendu, désiré par le public pour reprendre l'équipe en main. Et je pense que ça commence à faire ses preuves. Et tu l'as souligné, il y a vraiment des bons attaquants, un banc qui est intéressant aussi au niveau de Barcelone. Et c'est vrai que notre ami Dembélé, s'il est dans une zone, là il revient en forme, il n'est pas blessé, je pense qu'il peut faire du mal à la défense d'Elche qui est un petit peu lourde. Et je pense que sur ce match, il n'y a pas photo, c'est un cadeau, ce serait une victoire du FC Barcelone. Avec la manière en plus, je pense. C'est ça. Patrice, on a une équipe qui encaisse au moins 2 buts par match et une autre qui commence à enchaîner les victoires avec plus de 4 buts d'écart, ou en tout cas 2 buts d'écart. Je l'ai un peu très léché, je trouve, retrouvé. Son vrai jeu par rapport aux amis d'Elche. Confirmation pour Barcelone. Mais on l'a évoqué la semaine dernière, hein, on a salué la réussite de Xavi qui a sorti cette équipe du trou, on peut dire comme ça, où elle était. C'était vraiment triste à voir. Et plus vite qu'on se pensait. Oui, et plus vite. Et donc, ça fait plaisir à voir à nouveau, même si Barcelone a fait beaucoup de mal à nos équipes françaises comme le PSG, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus sympathique de voir cette équipe de Barcelone revivre comme elle vit aujourd'hui. Alors, pour moi, le déclic, ça a été l'arrivée d'Aubameyang, qui a apporté une fraîcheur, de l'impact à cette équipe qui était déjà en train de s'améliorer. Mais là, lui, il a métamorphosé l'attaque. Et depuis, on a l'impression que les joueurs devant prennent beaucoup plus de plaisir. Alors, le réveil de Dembélé, évidemment, il est pour beaucoup. Et donc, la conjonction entre De Jong, Aubameyang, Dembélé et même Depay qui vient mettre sa petite note aussi, je trouve qu'on a retrouvé une équipe très, très efficace et qui enchaîne les buts, surtout 4 par-ci, 5 par-là. Et donc, Elche, je pense que là, ça va être compliqué pour eux. Hein. Je suis d'accord avec toi, Patrice. Tu parles de quelque chose dont on ne se rend pas souvent compte. Et quand on connaît le football, on le sait. Quand on connaît un vestiaire, on le sait. Aubameyang, il a rajouté... Barcelone était un petit peu crispé. Parce qu'il y avait la pression, les mauvais résultats, le départ de Messi, etc. Et je crois qu'Aubameyang a amené une espèce de joie de vivre. Son côté... Moi, j'ai noté effectivement la manière de célébrer les buts. Il y avait vraiment une vraie, tout ça, authentique joie partagée entre les joueurs. Il a refait, je pense, il a décrispé ce vestiaire, cette peur, etc. Parce que cette pression. Ouais. Puis c'est un gars qui n'a pas de pression, Aubameyang. Il a joué quand même dans des super clubs. Il arrive, il a un esprit, malgré son âge, qui monte, mais il a un côté gamin, dans le bon sens du terme, amoureux du football et du jeu. Je pense dont Barcelone avait besoin, et je souscris totalement à tes propos. Donc Barcelone, sans aucun problème. Sec. Peut-être que Laporte il nous écoute, le président de Barcelone, peut-être qu'il va ramener Rami pour faire la fête. En plus, sérieusement, je pense qu'il ne faut pas trop sous-estimer Elche sur les derniers matchs. Non, mais attention, ils ont battu Villarreal à domicile. Sur les 3 derniers matchs, il y a 3 victoires à domicile. Donc, c'est pas un déplacement facile. Qui revient, là. C'est une équipe composée avec pas mal d'Argentins. Benedetto est parti, malheureusement, il retourne à Boca Juniors, mais il y a Nadal pour le remplacer, Boyer, Piatti, etc. Et puis attention à Barcelone, ils ont battu Bilbao. Bilbao était, je pense, n'est pas rentré dans le match, il n'est jamais rentré dans le match, et ça explique aussi un peu le résultat. Donc je tente la victoire de Barcelone, évidemment, parce qu'ils sont archi favoris. Mais attention, un match nul me paraît envisageable.
N'oubliez pas aussi Traoré qui a la concurrence avec Dembélé a permis peut-être aussi à Dembélé de se remettre en question parce que il y a du monde sur le côté. Il est impressionnant ce Traoré. Et il y a Ferran Torres aussi de l'autre côté. Il y a du monde sur le côté. Même Depay qui peut jouer sur le côté. Et on a quand même l'impression qu'avec Xavi, il n'y a personne de côté. Tout le monde est impliqué. Une petite déception. Une petite déception quand même pour Depay. Je pensais qu'il avait fait un bon début de quand il est arrivé. C'est très Depay, c'est je sais, mais il avait demandé justement un peu d'être dans un grand club, des responsabilités. Il fait penser à un autre joueur qui a demandé ça, des responsabilités. Là, tu les lui donnes. C'est pas fait pour lui, je crois, finalement. Match suivant, messieurs, entre le Betis Séville qui reçoit l'Atlético de Madrid. Donc là encore, une confrontation, comme dit le Sainté, un point c'est tout, parce que on a le 5e contre le 3e, mais il n'y a qu'un point qui sépare. C'est deux belles équipes, belles équipes. Au niveau des confrontations, 95 confrontations, avantage à l'Atlético. Bien sûr. 48 victoires, 23 victoires pour le Betis Séville et 24 matchs nuls. Moi j'ai envie de dire qu'on a quand même l'Atlético qui sera privé de Savic, c'est vrai, mais bon, je trouve que je vois plus quand même l'Atlético tirer son épingle du jeu à l'extérieur. Même si c'est une belle équipe, mais on a vu ses limites face au FC Séville, non? Peut-être aussi. C'était dur ce match-là. Ce match-là vous inspire? Ouais, il y a quand même Fekir. Qui revient. Qui est quand même. Et qui revient bien. Ouais. Qui revient à un niveau presque lyonnais. Et du coup, c'est un match qui est difficile. Et l'Atlético de Madrid, je pense que leur entraîneur commence à avoir une sacrée pression parce que ça commence à faire un petit moment qu'il est là. Il surfe sur des titres en Liga, etc. Donc c'est vrai qu'il avait vraiment la confiance du public, mais on sent quand même des fois que son style de jeu, un peu, c'est ça, tes entraîneurs argentins qui demandent tellement aux joueurs beaucoup de pression et pression physique, tu le payes. Et c'est vrai que l'Atlético de Madrid souvent fait des bons débuts de match et puis après se fait remonter, voire battre sur des fins de match. Ils sont 5e, mais c'est un match qui est ouvert. Alors j'ai déjà tenté ma couverture ailleurs, mais je pense que je ferai un petit grand écart quand même, avec une victoire de part et d'autre, le 1 et le 2, les amis. Alors Patrice, Atlético qui reçoit une belle victoire pour Celta Vigo avec son attaquant en forme, Renan Lodi, peut se rassurer face au Betis ou confirmer Ça va être un match compliqué à pronostiquer, parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui ont à peu près le même profil. L'Atlético aujourd'hui ne fait plus peur comme avant. Ils ont perdu, je trouve, leur grinta. Leur grinta. Ils ne sont plus l'équipe impassable qu'on voyait avant, même s'ils ont 2 clean sheets de suite qu'ils viennent de faire, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même équipe. Et puis en plus, il y a Griezmann, je sais pas il joue pas. Suarez. Il existe toujours. Oui, il existe, mais c'est devenu un fantôme un peu. J'ai l'impression que la Coupe du Monde l'a un petit peu. Et puis surtout son transfert raté à Barcelone, ça a été, à mon avis, un problème chez lui. Et puis voilà. Et puis alors Betis, il y a. Bon, eux, c'est un petit peu alterné. Ça dépend aussi de qui joue pas. Alors Fekir jouera ce match, donc ce sera une bonne chose pour eux. Il y a Chouameni aussi qui est là, donc c'est bon augure, ils jouent chez eux, donc c'est peut-être intéressant, enfin c'est peut-être le petit plus qui va faire que ce match va peut-être tomber dans l'escarcelle de Betis. Mais ça va être un match compliqué, donc c'est vrai qu'on aurait pu mettre la couverture totale là-dessus. Moi j'ai mis victoire, j'ai mis nul déjà dans un premier temps, et puis pourquoi pas une victoire du Betis, parce que quand on joue l'Atlético de Madrid, on est encore surmotivé parce que ça reste quand même une équipe très compliquée à jouer et peut-être que le Betis peut tirer son épingle du jeu dans ce match, donc je mettrai 1 et puis un petit nul en garantie. Alors Guillaume, normalement avec je sais pas, avec Kondogbia n'est pas certain, il me semble, ce match-là. Pas sûr. Je suis resté quand même sur la belle séquence de première mi-temps de Ligue des Champions avec João Félix un peu retrouvé. Est-ce qu'on peut retrouver cet
Atletico là, puisqu'on a quand même Cunha, il me semble qu'on a, voilà, on a Correa, on a quand même des joueurs. Carrasco, on a oublié Carrasco. Non, mais côté. il a un effectif, enfin en termes de quantité, pléthorique. Après, justement, c'est le problème, c'est que des fois, si on me demande de mettre le 11 de l'Atlético sur une feuille, le 11 type, c'est compliqué. Un coup, c'est Joao Félix, un coup, c'est Suarez, un coup, c'est Correa. Voilà, ça bouge beaucoup. Renan Lodi, il a marqué 2 buts, mais bon, ça y C'est va. un défenseur, hein. Oui, c'est un défenseur latéral, donc il va pas marquer chaque semaine de but, même si c'est un très très bon centreur, voilà. Et de l'autre côté, on a un Betis qui joue bien, grâce à Pellegrini, qui a réussi à mettre ses principes de jeu auprès de ses joueurs. Mais le match dernier, c'était catastrophique. C'est un derby, peut-être qu'ils ont été bloqués par l'enjeu, je sais pas. Mais là, c'est un match à enjeu, donc je sais pas trop quoi en penser en fait de ce match-là. Est-ce que Betis en face, il y a de quoi Alors ils ont les arguments, s'ils jouent bien ils vont gagner, mais je suis pas sûr qu'ils vont bien jouer, donc moi je serais parti sur un match nul. Mais après je me dis l'Atlético, ils sont 5e, là s'ils gagnent pas ce match là c'est fini, donc je me dis peut-être l'Atlético, je sais plus. Donc j'ai mis mon triple pour être sûr, voilà, parce que c'est trop compliqué pour moi, trop de paramètres, trop de facteurs, le triple. Allez, couverture. Prochain match, messieurs. Pour cette grille, il y a 2 millions d'euros à valider ce dimanche. Là, on se déplace au pays de la pasta. De la pasta et des pizzas. Et de Roméo et Juliette aussi. Voilà, et de Firenze. Florentina face à Hellas Vérone. Des belles villes en tout cas. Alors, 2 belles villes, en tout cas, moi j'aime bien. Ville de l'amour. L'aspect des culinaires oui, aussi. Amour et les kilos. Et les kilos. Après tu vas à Venise. Alors, 29 victoires pour la Fiorentina, je ne sais pas de quelle époque, mais en tout cas dans ces 62 confrontations. C'est à l'époque de Batistuta ça. Victoires pour l'Hellas Vérone et 19 matchs nuls. Moi je vois quand même un match, allez, il fait partie des matchs compliqués quand même à pronostiquer. On a un 9e contre un 8e, donc plutôt contre nous avec Hellas Vérone, qui fait partie de ces clubs comme Sassuolo qui ont des emmerdeurs. Voilà. Clairement, clairement des emmerdants. Ils ont besoin de chant et de grise pour nous. Bruno. Bon, ben écoute, ouais, c'est un match qui est un peu compliqué comme ça. La Fiorentina devra se passer de leur buteur qu'ils ont vendu à la vieille dame. Vlahovic, Excellent. Qui claque but sur but maintenant avec la Vieja Donna. Et donc du coup, mais la Fio a quand même suffisamment d'arguments. Je vais quand même faire confiance à l'avantage du terrain sur ce match-là. Je suis pas non plus hyper sûr que la Fiorentina va l'emporter, mais quand même, il y a plus d'arguments du côté de la Fiorentina. Il y a le jeu à domicile, donc les amis tenter le 1 et la victoire à la case. Ben moi, je suis très embêté. Parce que c'est vrai que c'est un match, encore une fois, très compliqué. Match à 6 points, avec 2 équipes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, c'est vrai que Bruno a raison, si on part du principe que Fiorentina joue chez eux, le public italien, etc. Mais bon, c'est vrai que le départ de Vlahovic a fait beaucoup de mal à la Fiorentina quand même. C'est clair que c'est plus du tout la même chose. Et puis en face, on a quand même Hellas Vérone qui a le fameux Simeone qui est quand même bon, hein, qui leur apporte énormément. Et Hellas Vérone, c'est pas la première fois qu'il nous plante une grille au niveau de la feuille de match. Donc moi, j'ai prévu un match nul avec une petite préférence pour Hellas Vérone parce que c'est ce genre de pronostic qui vous fait gagner ou pas une grille à 2 millions. Hein. Donc moi je crois que la Fiorentina a effectivement, comme disait Bruno, toutes les qualités pour gagner un match comme ça, mais Hellas Vérone est tellement dur, tellement revêche, tellement avec toujours c'est un petit joueur qui va sortir un truc. Donc moi je dirais que en tant que parieur, je prends un petit risque, je mets Hellas Vérone vainqueur avec un match nul en protection si je peux. C'est là que tu dis maquet. Guillaume, donc Fiorentina privé de Vlahovic et puis de Giacomo Bonaventura. Est-ce que sans encore. Puis on peut rajouter Ribéry, je crois qu'il jouera pas. Voilà, est-ce que la Fiorentina. Ça fait un moment qu'il joue pas, non? Ouais, quand il joue, il fait du bien. Quand il joue pas, effectivement, tu vois pas la différence. Est-ce qu'ils pourront ramener donc une victoire, enfin en tout cas. Peut-être annihiler les offensives de Hellas Vérone.
à domicile. Je crois pas, je Compliqué. vais prendre plus de risques que Patrice, honnêtement. L'AS Vérone, j'ai vu quelques matchs, j'ai pas vu tous les matchs de l'AS Vérone hein, quand même. Arrêtez les gars. Non, ils ont joué l'Inter. T'as un bloc le truc. Ah ouais. Imbougeable. Ils ont un petit gars devant, le petit Argentin, le fils de Diego. Ouais. Et il marque pas souvent, mais quand il marque, c'est 3 ou 4. Hein. Donc, le gars, C'est ça. quand il marque, ils ont Caprari, c'est un petit milieu offensif qui est pas mal derrière. Donc, non, franchement, très très costaud. Et à Fiorentina, ils sont devant uniquement parce qu'ils avaient Vlahovic. Hein. Il est plus là, ça vaut plus rien pour moi. Donc, non, clairement, Vérone. Et facile, honnêtement. Ah. Ouais, franchement, je les vois, ils sont forts. Quand Guillaume se mouille, il se mouille. Ah, On a vu ça hier. ah non. Messieurs, 14e et avant-dernier match entre la Juve et notre équipe, hein, comme la Spezia. Ça, c'est- Hein, l'association c'est l'Obis. C'est la Spezia, 5 minutes d'arrêt. Alors, voici un match qui se présente donc avec une infirmerie Ouais. importante pour la Juve, hein, Cellini, il y a pas mal de joueurs titulaires qui seront absents face à la Spezia. Au niveau des confrontations, on voit bien que la Spezia n'est pas une titulaire discutable Ouais, c'est plutôt de la série A. série B, série C. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une victoire de la Spezia, c'est arrivé. 3 victoires pour la Juve et puis un match nul. La vieille dame va-t-elle pouvoir profiter Mais évidemment, sur un petit? évidemment, elle va s'asseoir dessus. On vient de parler de Vlahovic qui est passé de la Fiorentina à la Juventus. à À la Juventus. la Juventus. Ah, Et donc du coup, Et qui marque déjà les esprits. c'est clair. hein. et qui fait trembler les filets. Donc pour moi, c'est un match qui est ultra en faveur de la vieille dame, en plus qui sait gérer ce genre de choses. S'ils sont là concentrés, il n'y a pas de souci. Le 1. Je répète encore, Patrice, sans Dybala, mais qui est ça aussi ce Ouais, moment. mais Non mais Chiesa, ça fait un moment. Ouais, mais Non, mais bon. Dybala quand même. Alors, moi, je dirais que c'est vrai que quand on regarde l'affiche telle qu'elle, on se dit, C'est bon. voilà une équipe qui s'appelle la Juventus de Turin qui a retrouvé son allant, qui a su gérer l'après Ronaldo, parce que quand même il a fallu aussi bien la gérer celle-là, qui aujourd'hui est invaincue depuis je sais pas combien de matchs, je crois qu'ils ont 8 victoires et 5 nuls, qui effectivement ont récupéré un Vlahovic qui leur apporte quand même beaucoup de... Rugissant. Voilà, rugissant. Sans oublier notre ami Keane, qui nous a fait beaucoup de bien au PSG à son passage. Oui, Votre ami. Voilà, Dybala qui est quand même très bon aussi. c'est pas l'ami de Monsieur Quand il joue, Babel. Hein. Bon, voilà. Mais C'est à clair. la limite, je dirais, Juventus de terrain devrait pouvoir se balader. Mais il y a toujours un mais. Le mais, c'est que, n'oublions pas que Spezia, qu'on a parlé la semaine dernière d'ailleurs, a quand même battu Milan et Naples, qui sont les deux prétendants au titre. Donc quand on est capable de battre ces deux équipes, c'est qu'on a quand même un potentiel. Bon, moi je pense que, encore une fois, sur ces matchs-là, ce qu'il faut craindre, c'est effectivement le non-respect de l'adversaire. C'est que si la Juventus arrive en pantoufle à la Spezia en se disant bon c'est cool, enfin on va pouvoir gagner. Non, c'est ça qui pose problème dans nos grilles aujourd'hui, c'est qu'il y a des matchs comme ça qui paraissent tellement sûrs que finalement on se retrouve avec un problème. Donc moi j'ai mis Juventus évidemment gagnante, hein, et comme j'avais me rester un petit nul, alors j'ai mis le nul. Au cas où, parce que je ne sais pas si la spéciale va pas encore nous sortir un truc du chapeau. Tu nous notes de quel côté le nul? Non, mais je mets le nul. Elle est pas mal ça. Je mets du côté où on veut. Hein. Alors Guillaume, moi, je connaissais, je vais réviser parce Dans la que Spezia, tu vas voir. Matt Le Buzz nous a vanté les mérites de la Spezia. Enzola. Parce que Enzola, moi je connaissais à l'UCC. Je connais Gorgonzola, mais Enzola, mais Enzola, attaquant de la spéciale. ah, sûrement. hein. Mais regarde les matchs de la Spezia. Ah, sûrement. Ouais, les 3 derniers matchs de la Spezia, c'est 3 défaites déjà, ça, donc c'est ça prouve leur niveau de jeu. Et puis la seule équipe qui a pu arrêter en 2022 la Juve, c'est l'Inter. Donc voilà, faut être bien armé pour les arrêter quand même. C'est sûr, hein. c'est sûr. Donc, alors en plus, je rajouterais que la Spezia, ils m'ont vraiment déçu. Hein. Je voulais que Mourinho soit viré la semaine dernière. Il y avait 0-0 et ces cons-là, enfin ces imbéciles, pardon, ils prennent un but à la 99e minute. Ils font aller quand même. Hein. Donc je ne mettrai pas vainqueur et du coup la Juve. Facilement 0 à la Juve quoi. Sur penalty. À la Juve. Chers amis, dernier match de la grille, et non des moindres, entre le Napoli et le AC Milan. Moi je reste sur une piètre prestation en demi-finale de la Coupe d'Italie là, entre
le Milan, on s'entendait beaucoup mieux entre le Milan AC et l'Inter, mais quel match, c'est une plaie. Moi, j'ai pas regardé, désolé. Franchement, heureusement que c'est match aller, match retour et que bon, on aura peut-être l'occasion d'avoir, mais comment se présente, monsieur, ce Milan-là face au Napoli? On sent que, voilà, on sait, hein, ceux qui connaissent l'Italie savent le volcan qui se trouve pas loin du Napoli. Ouais, il Vesuvio. Et voilà, ce match explosif, ce match volcanique au sommet entre le premier et le second. Au stade Diego Armando Maradona. Alors, qu'on a dit tout ça, victoire, puisqu'on a, allez, au niveau des confrontations, allez, au-dessus du lot, hein, 134 confrontations. Donc là, on est installé dans les autres vieilles dames de la Série A. 49 victoires pour le Milan AC, 38 pour le Napoli et 47 matchs nuls. Alors par contre, ça reste très équilibré. Les amis de la technique au niveau du logo du Napoli. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça arrive. J'ai eu la chance d'aller dans ce stade voir un match du PSG contre Naples. San Paolo. Il s'appelait San Paolo il y a 3 ans, Okay. quand le PSG était en Ligue des Champions. C'est un match qui est un stade qui est particulier parce qu'il y a une piste d'athlétisme. Et pourtant, je crois pas que ça soit la force des Napolitains. Quoique, des fois, quand tu voles une moto, une bagnole, il faut courir vite. Mais en tout cas, au niveau athlétique, c'est pas le truc. Donc c'est vrai qu'il est. Mais par contre, il y a un bruit. Je crois que c'est dans sa conception architecturale, c'est un truc de malade. Ce stade-là, et puis les gens sont debout un peu en mode argentin comme tu aimes, donc toujours debout pendant tout le match, et il y a un boucan de folie. Et c'est vrai que là, Naples, ils attendent ce titre depuis quand même pas mal de temps là. Tu me diras, Milan aussi est habitué à glaner les titres. C'est un match qui est très très difficile. Et c'est pour ça que j'avais mis déjà ma couverture totale sur un autre match. Je crois que sur Marseille. Lille. On peut changer? Non. C'est déjà. Il y a déjà le temps pour sur Marseille-Monaco. Monaco, oui, pardon. Alors, chers amis qui nous écoutez, si vous m'autorisez à retirer mon triple, et alors on va mettre sur Monaco-Marseille le 1 et le 2, et là je vais mettre ma couverture totale à bien réfléchir parce que c'est un match, à mon avis, qui vaut le détour, qui sera intéressant à regarder. Donc, couverture totale, on change. Alors, Patrice, c'est Insigne ou Giroud? Je suis 100% d'accord sur le fait que ça va être compliqué, mais hyper intéressant, parce que c'est un match de Champions League, tout simplement. Tu le regardes, celui-là. Ah bah oui, évidemment, parce que on est en train de jouer le titre, là. Et Naples, comme l'a dit Guillaume, Bruno, c'est vrai que ça fait des années qu'ils attendent ce Scudetto. Et là, ils sont chez eux, dans un stade chaud, hein, vraiment bouillant, un peu comme le chaudron de Saint-Étienne. Et ils sont premiers jusqu'à ce que l'Inter joue son match en retard, mais pour l'instant, ils sont dans la course, en tout cas. Donc ce match-là, c'est un match à 6 points, capital. C'est clair. Alors, effectivement, ils ont des arguments, hein, parce qu'ils ont quand même des joueurs comme Insigne, Osimhen, qui sont quand même à la pointe du combat. Et on pourrait se dire que c'est vrai qu'ils sont même favoris, parce que dans un stade comme ça, c'est pas évident. Alors Milan, de ce côté, Ibra ne joue pas depuis un certain temps, donc il faut pas compter sur lui. Et puis Giroud, de temps en temps, nous claque 2 ou 3 buts, mais bon. Donc je pense que Milan, aujourd'hui, c'est un petit peu l'équipe qui va faire 3e de ce Scudetto. Je pense que Naples est un peu favori parce qu'ils ont tellement faim, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'ils attendaient ce titre qu'ils sont prêts à tout pour le gagner. Et que, donc ce match-là, je pense qu'ils vont le gagner. Mais j'ai préféré mettre ma couverture totale, puisque moi je pouvais la mettre. J'avais réservé, spécialement. Parce que tout peut se passer. C'est-à-dire que Giroud peut nous mettre un but à la dernière minute, comme il sait faire. Voilà, donc ça va être un match, moi j'ai envie, très très passionnant. Et c'est bien qu'il soit dans cette grille. Parce que franchement, c'est vraiment le match de la Champions League qu'on attendait. Donc, si je dois donner un pronostic pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre la couverture totale, je dirais miser sur Naples. Parce que Naples, franchement, je pense qu'ils ont tout à gagner dans ce match et rien à perdre. Parce que même s'ils perdaient ce match, on ne voudrait pas. Alors que s'ils le gagnent, ça va être comme Nantes. Ça va être le délire total. Ah oui, là, ça va, les klaxons et tout ça. C'est un match aussi, il faut comprendre en Italie comment ça se passe, c'est le sud italien.
Contenant. pauvre, Ouais. que souvent les gens justement de Turin ou de Milan appellent ce qu'on appelle les terroni, C'est ça. c'est-à-dire les cutéreux, Maîtrisés, c'est-à-dire ils sont maîtrisés en les fait. paysans, Voilà. mais qui donnent à manger à toute l'Italie du Nord parce que justement voilà. Et c'est un match qui est pas que sur le terrain, mais c'est un match où les Napolitains se sentent toujours discrédités par ce pouvoir justement des médias de Milan, etc. Et quand ils arrivent, que ce soit la Juve ou toutes les deux équipes de Milan, ils arrivent avec des sifflets et il y a une méga pression sur eux, quoi. Paris-Marseille, quoi. Clairement, c'est un match, ça va être incroyable parce que les équipes ont le nombre de points. Les deux veulent gagner pour prendre l'avance. En même temps, ils ne veulent pas perdre parce que derrière, il y a pour moi le favori, l'Inter. Le premier, s'il y a un match nul, l'Inter passe devant. Donc, ça, c'est pas facile. Je pense que les équipes ne sauront pas forcément si elles doivent attaquer ou défendre à certains moments. Dès qu'une équipe va prendre notre avantage, l'autre, elle va carburer. Donc, on peut s'attendre à un match avec des retournements et un match nul à la fin. Et je mettrai un petit avantage à San Paolo, au Naples. Par rapport à l'apport du public, par rapport au fait qu'ils attendent ce titre-là et que c'est peut-être une occasion qui ne va pas se présenter tout de suite. Donc petit avantage à Naples, mais dur, hein. Franchement ça mérite une couverture clairement, mais la grille était longue, il y avait 15 matchs et il a fallu faire des choix et du coup le A ou le N pour moi. Merci Guillaume. Nous sommes tout proches de la fin. Parole à la défense avant la synthèse pour donc cette clé d'œil à Nantes. On y va. Il y a pas le... voilà. Je l'attendais celui-là. Alors Pascal accepte de défendre le public nantais suite à l'envahissement du terrain qui a eu lieu à la suite de la victoire de Nantes sur Monaco, c'est ça, en demi-finale de Coupe de France. Donc il leur permet d'accéder à la finale au Stade de France qui aura lieu le 8 mai. Ben oui, Guillaume, voici un client dont je vais prendre beaucoup de plaisir à défendre pour plusieurs raisons. C'est vrai que ce premier temps, Il paye bien ou pas? on sait pas, on est dans la passion, on a des Canaries, on va être indulgent. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où, et c'est le cas, hein, lors de ce match de Coupe de France entre Nantes et Monaco, il y a eu, après cette victoire, au moment où Moses donc rentre dans l'histoire et marque ce tir au but, ben, Nantes est qualifié, 20 ans de disette, et on se dit, bon, ben voilà, on a toutes ces 34 000 fans, supporters qui vont mailler le terrain. Et c'est vrai que normalement, si on est dans l'esprit de l'équité, quand on a toujours cette année vu les sanctions qui ont eu face aux problématiques de Nice-Marseille, Lyon, souvent impliqués, bon, on devrait pouvoir sanctionner cette équipe de Nantes d'une manière ou d'une autre. Mais attention, moi, on a des arguments pas très indulgents et puis se dire passons un peu l'éponge sur ce comportement. Pourquoi? Parce que déjà, ça a duré que 15 minutes. C'est une euphorie qui est venue, on va dire, libérer, je l'ai dit, des supporters qui sont en disette, qui sont frustrés depuis plus de 20 ans. 20 ans que Nantes, une équipe qui est censée être mythique pour nous, on sait ce que valait, même autant au Monaco-Marseille, les années 80-90, c'était au niveau du 3 de la Ligue 1. On avait aussi Nantes qui voulait titiller, on avait les Makelele, enfin on avait la grande équipe, Ndora, l'équipe. Et Camboiré aussi, un joueur. Et puis, il y a cette équipe de Nantes qui... bon, mais il n'y a rien sous la dent depuis 20 ans. Donc, voilà, c'est venu spontanément venir un petit peu, libérer ces 34 000 spectateurs qui sont venus pour ce match-là. 20 ans, je l'ai dit déjà. Et puis, il faut noter, deuxième élément, par rapport aux autres matchs, donc on pourrait peut-être faire jurisprudence, il n'y a pas eu de blessés. Très vite, on va dire les stadiers, les speakers ont réussi, j'ai dit, au bout de 15 minutes à pouvoir ramener tout le monde un petit peu dans les gradins. On a fait attention aux enfants. Il n'y a plus de bouteilles d'eau jetées? Non, et voilà, okay. pas de bouteilles d'eau. Voilà. C'est bon alors. Et en fait, messieurs, ça me permet de faire un saut dans l'histoire. Parce que moi, j'ai peut-être une petite histoire personnelle à vous raconter. C'était bien évidemment, justement, pourquoi j'ai dit 20 ans de disette? Parce que moi, j'y étais. J'y étais la dernière fois que Nantes était sur le 3 à la fois de notre pays France, mais aussi de l'Europe. C'était ce 8e de finale où j'y étais le 22 février 2001, messieurs. Il y avait un certain Nantes-Porto.
Ah, vous vous rappelez l'équipe, il y avait au sein de Porto, il y avait Deco, il y avait Peña, Secretario, il y avait les joueurs de premier plan déjà. Et de l'autre côté, il y avait Denwex, il me semble, avec Landreau, Berson, Fabry. Et puis un certain aussi Moldovan, il y avait une équipe qui jouait aussi crânement leur chance. Donc ils avaient perdu 3-1 en match aller de ce 8e de finale de la Coupe d'Europe. Et moi j'y étais. J'étais monté à Nantes, les petits étudiants, on avait fait casser un peu la tyrolienne. Et puis qu'est-ce que j'ai observé? Mais oui, effectivement, messieurs, un esprit de famille. Ce qui caractérise un peu le stade de la Beaujoire par rapport à Marseille. Oui, on vient famille, mais c'est un peu plus musclé. On sent quand même que là, on avait ce tram tout récemment mis en fonction qui arrivait directement au stade de la Beaujoire et un genre de bonne éducation. Et oui, Nantes, c'est quand même, on va dire une région un peu plus bourgeoise. On va en famille tranquillement, des enfants avec les parents. Ouais, comment il arrive à nous C'est grave. Et on avait remporté une belle victoire, messieurs. Belle victoire avec, je crois que c'était une tête de Sylvain Armand et un but de certains joueurs de 20 ans venant des îles. Mahama Vainura, qui avait 75e minute, il était rentré. Il avait donc, j'ai vu une belle victoire de Nantes à domicile. Et il y avait eu envahissement? Il n'y a pas eu envahissement, mais il y avait aussi, je l'ai dit, une capacité à pouvoir s'émouvoir sans pouvoir être dans le débordement. Donc, à mon sens, c'est avec ces éléments-là qu'on peut rester sous tes images, parce que cette image a fait le tour des réseaux sociaux, d'un envahissement, mais plutôt bon enfant et bienveillant. Ils ont entouré les joueurs de Nantes, et puis peut-être, tutoyer un peu en communion ensemble pour cette qualification. Et on attend beaucoup de ce 8 mai au Stade de France. Face à Nice, à bon sens, on peut passer l'éponge et puis au contraire se dire voici un envahissement, voici une désobéissance civile qui valait l'image pour cette histoire, ce renouveau de Nantes sous Camboiré. Donc rendez-vous le 8 mai pour un envahissement peut-être pour pouvoir soulever la coupe ensemble. Et bien évidemment, je pense que je suis peut-être pas le seul, vous pensez la même chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de panache. Voici un match qui déjà, je pense que vous avez vu, Nantes a mené, il y a eu cette égalisation de la tête venue de nulle part de Monaco. Voilà, cette ambiance dantesque que constitue le tir au but. Et puis, voilà, une victoire à domicile de Nantes. Il y a tout pour rentrer dans l'histoire, messieurs. Et parlant d'histoire, moi je suis tout à fait d'accord et je rejoins ce client que tu défends. Le beau geste, je vais parler d'un autre sport, mais je vais vous poser une question à tous les trois. Peut-être que tu es un peu trop jeune, Guillaume. Mais je vais parler d'un autre sport, mais je vais vous parler de certains matchs, une finale de Roland-Garros en 83. Roland-Garros avec Noah Vilander. Et je vais vous poser la question simple. Est-ce que vous pensez que ce match a la même saveur dans les esprits s'il n'y a pas envahissement à ce moment-là quand Yannick Noah remporte, en fait, défleure le tennis français en remportant pour la première fois un match. Il y a cet envahissement du terrain. Alors c'était un autre temps, il n'y avait pas c'était tout à fait dans un esprit festif, etc. Mais est-ce que c'est pas ça qui donne justement côté légendaire, le côté incroyable à ce moment-là, cet envahissement avec le papa de Zachary qui vient, qui embrasse son fils, qui lui fait l'accolade, et Vilander qui est complètement laissé à côté comme ça. Mais après justement cet envahissement, à Roland-Garros pour des raisons de sécurité, etc. Il y a eu des trucs, il y a eu des stewards qui ont fait également le job pour empêcher l'envahissement. On n'a plus vu ça après dans aucune finale de Roland-Garros, et pour moi ça manque. Parce que c'était vraiment ce jour-là, j'étais quand même pas si vieux que ça, mais c'est ça le sport. Et tu l'as dit quand on a un petit peu préparé cette question-là. L'important c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de blessés, et que ça s'est passé dans un bon esprit. Tant que c'est comme ça, ton client a parfaitement raison. Moi j'aurais fait la même chose. J'aurais été un supporter nantais de 13-15 ans, moi je saute la barrière et je vais faire la fête avec mes amis. Et Patrice, c'est vrai que j'ai été très marqué par les propos d'avant-match de Camboiré qui a fait monter un peu la sauce, mais dans le bon sens, en disant messieurs, c'est un match particulier, c'est un match que vous avez pas pour vous. Et il a même dit, c'est même pas pour nous, c'est pour vous, même pour votre carrière, pour votre vie. Jouez-le pleinement, jouez-le avec panache, parce que ça restera gravé
avait, et il avait bien introduit, on voit... Mais, bon, moi, je ne l'ai pas vu comme un envahissement. Je l'ai vu comme une communion. Voilà, une liasse populaire. J'ai vu une communion, j'ai vu des gens qui venaient pour se rassembler autour d'un événement qui vraiment leur a fait chaud au cœur. Exactement. Et entre nous, soit dit, quand on sort d'un Domenech, on a le droit. Grave. C'est le bonheur. Quand on est à ce niveau-là. Parce que c'est une renaissance, tout simplement. Esther, je pense à toi. Le mot de la fin, je dirais une chose simple. Hein. Il vaut mieux envahir un terrain qu'un pays. Hein, quand même. Merci, au revoir, allez, salut. Merci. Vous avez eu une défense à 3 voix ce soir. Bruno était bon, Patrice aussi, même un vrai 4 voix parce que franchement, tout a été dit. Allez, un petit tour quand même pour la synthèse parce qu'il faut qu'on aille chercher ces 15 bons pronostics. Cette grille a validé avant 9h55 ce dimanche. Donc Marseille, Monaco, le 1 et le N. Lille, Clermont, le 1. Reims, Strasbourg, le 2. Rennes, Angers, le 1. Nantes, Montpellier, le N. Bordeaux, le 3, le 1. Manchester City, Manchester United, le 1. Watford, Arsenal, le N et le 2. Mayence et le Borussia Dortmund, le 2. Le FC Cologne et le Hoffenheim, le 1 ou le 2. Elche, Barcelone, le N ou le 2. Le Betis Séville face à l'Atlético de Madrid, le 1, le N et le 2. Fiorentina face au Las Vérone, le 2. Juventus donc face à la Spezia, le 1. Et le Napoli face à la l'AC Milan, le 1 ou le 2. Messieurs, allez, un petit clin d'œil en fin d'émission. Je précise simplement que Patrice. Je rappelle encore une fois que cette émission et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on le retrouve sur l'application, la feuille de match, sur votre portable, gratuitement. Et là, vous aurez toutes les informations que vous pourrez retrouver. Messieurs, je crois qu'il faut quand même saluer le fait que nous avons notre coach d'aujourd'hui, dont c'est l'anniversaire. Et donc, il faut lui fêter, à mon avis, joyeux anniversaire Pascal. Joyeux anniversaire Pascal. Merci monsieur Bruno. Moi je suis ravi Toujours, d'être là. Vous savez que vous pouvez m'appeler 5 minutes avant. Le shop n'est pas loin, les basses pas loin. Je suis toujours dans la zone et tout ça, et je vais de ce pas chez mon barbier me faire ma barbe rousse. Je trouve ça excellent. Donc voilà. En tout cas, chers amis, continuez à nous suivre donc, sur ces émissions Feuilles de match. Un grand plaisir de vous retrouver encore la semaine prochaine avec le titulaire qui vous revient à jeudi, avec peut-être les petits conseils de nos gris-gris béninois. Et puis, restez sur Éclair TV, puisque tout ce qui va suivre va forcément vous plaire. À bientôt.